Le feu rouge du boulevard Haussmann clignotait, se reflétant dans les flaques d'eau de la pluie fine qui commençait à tomber sur Paris en cette veille de Noël. Élodie Dubois ajusta son rétroviseur une fois de plus, les yeux brûlants de fatigue, après 12 heures ininterrompues à conduire dans les rues parées de lumières dorées et rouges qui semblaient se moquer de son épuisement. L'application sur son téléphone affichait seulement 45 € accumulés depuis 6 heures du matin, bien moins que ce dont elle avait besoin pour compléter les 950 € de loyer en retard pour décembre, sans compter la mensualité de 250 € de sa Peugeot 207, qui menaçait d'être saisie si elle ne payait pas avant le 26. La photo de Léa, scotchée au tableau de bord, souriait avec ses 2 dents de devant manquantes. 4 ans et 3 mois de pure énergie, l'attendant à la maison avec Madame Colette, la voisine retraitée qui lui demandait 30 € par nuit pour s'en occuper, argent qu'Élodie n'avait pas encore. Le collier de pâte peint en vert et rouge que la fillette avait fabriqué à l'école maternelle était accroché au rétroviseur, balançant à chaque mouvement de la voiture. Un rappel qu'elle lui avait fait. « Maman arrivera avant le Père Noël, mon amour. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette course allait changer non seulement sa nuit, mais aussi le cours de 2 vies qui semblaient destinées à ne jamais se croiser. L'homme qui entra sur la banquette arrière à 23h15 portait un costume gris anthracite qui devait coûter plus de 3 mois de son loyer. Le parfum discret, quelque chose de boisé et de chair, emplit l'espace exigu du véhicule. Cheveux grisonnants parfaitement coupés, montre qui brillait discrètement à son poignet quand il tapait la destination sur l'application, l'hôtel Le Flaubert dans le 7e arrondissement. Une course d'au moins 20 €, calcula Élodie rapidement. « Bonsoir », dit-elle, avec la cordialité automatique de celle qui répète la même phrase des centaines de fois. Il se contenta d'acquiescer de la tête, les yeux fixés sur la fenêtre, observant les vitrines illuminées de l'avenue Montaigne comme s'il les voyait pour la première fois. Ce n'était pas l'exécutif bavard typique qu'elle prenait d'habitude à cette heure, de retour de célébration d'entreprise, l'haleine chargée de whisky et des histoires de primes de fin d'année. Le silence s'étira pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'il remarque la photo sur le tableau de bord. Quelque chose dans son expression changea. Un adoucissement presque imperceptible des rides autour de ses yeux. « Votre fille ?» demanda-t-il, la voix grave mais sincèrement curieuse. Élodie hésita. Après 3 passagers ivres cette semaine-là, faisant des commentaires sur les mères célibataires séduisantes, elle avait appris à garder ses distances. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Peut-être le ton respectueux, peut-être la fatigue qu'elle voyait aussi se refléter dans ses yeux. « Oui, Léa, 4 ans, répondit-elle, laissant échapper une pointe de fierté maternelle dans sa voix. Elle doit attendre sa mère pour le réveillon, commenta-t-il. Et ce n'était pas une question. C'est alors que tout a débordé. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être la solitude de conduire pendant des heures, n'entendant que le GPS et les klaxons, peut-être la façon dont il avait prononcé « mère » avec une révérence qu'elle n'avait plus entendue depuis longtemps. Les mots sortirent avant qu'elle ne pût les retenir. Me loyer en retard, le propriétaire qui menaçait d'expulsion le 27, les médicaments à 45 € pour la toux persistante de Léa, la poupée de chiffon à 15 € qui était tout ce qu'elle avait pu acheter, alors que la petite rêvait d'une baby-born à 80 € qui parlait et mangeait de la vraie purée. « Le père ?» demanda-t-il après un moment de silence. « Il a disparu quand j'étais enceinte de 7 mois. Il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il était trop jeune. 23 ans. Il n'est jamais réapparu. » Le GPS indiqua l'arrivée à l'hôtel Le Flaubert. Le compteur affichait 43,60 €. L'homme ne bougea pas immédiatement. Ses doigts tambouraient sur son genou. Geste qu'Élodie reconnaîtrait plus tard comme celui qu'il faisait lorsqu'il prenait des décisions importantes impliquant des millions dans son entreprise. 20 ans auparavant, Arnaud Delamarre dormait sur le sol du studio de 18 mètres carrés dans le quartier de Belleville à Paris, à côté de sa mère, Hélène,
Elle rentrait à 23 heures de son second emploi de femme de ménage dans les bureaux de la Défense, les pieds gonflés, les mains gercées par les produits de nettoyage. À 12 ans, il savait déjà préparer des pâtes au jambon. Il savait que ses baskets trouées devraient durer 6 mois de plus. Il savait que Noël n'est qu'une date sur le calendrier, mon fils. Hélène Delamarre avait élevé son fils seule après que son mari, chauffeur de camion, fut mort dans un accident sur l'autoroute A6 quand Arnaud avait 3 ans. Sans pension, sans famille proche, juste elle et le garçon contre un monde qui exigeait trop de ceux qui avaient peu. Mais Hélène possédait quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter. Une détermination inébranlable pour que son fils ait une vie différente. « Étudie, Arnaud, c'est la seule issue », répétait-elle en vérifiant ses cahiers, les yeux lourds de sommeil. Et il étudiait, toujours le premier de sa classe. Boursier à l'école polytechnique, là où les autres élèves arrivaient dans des SUV blindés, tandis qu'il marchait 40 minutes parce que les 2 € du bus faisaient une différence à la fin du mois. À 17 ans, le tournant arriva. Une bourse d'études complète en sciences informatiques à la Sorbonne Université. Puis, à 23 ans, alors qu'il suivait encore son master, il développa un algorithme d'optimisation logistique qui attira l'attention d'une jeune pousse. À 28 ans, il fonda Delamarre Tech Solutions. À 35 ans, il vendit une partie de l'entreprise pour 25 millions d'euros. À 42 ans, il dirigeait un empire technologique évalué à 500 millions d'euros. Mais Hélène n'avait pas vécu pour voir son apogée. Le cancer l'emporta quand Arnaud avait 31 ans, juste après la première grande vente de l'entreprise. Il avait réussi à payer les meilleurs traitements, la chambre privée à l'hôpital américain de Paris, les médecins venus des États-Unis. Rien n'y fit. Ces derniers jours, elle n'avait demandé qu'une seule chose. « Laisse pas l'argent te changer, mon fils. Souviens-toi d'où tu viens. » 45 ans, sur la banquette arrière d'une Peugeot 207, conduite par une femme qui aurait pu être lui 20 ans plus tôt. Arnaud sentait le poids de cette promesse non tenue. L'appartement de 3 millions d'euros rue de Varennes avait 4 chambres qui ne recevaient jamais de visite. La cave climatisée abritait des vins à 1 000 € qu'il boirait seul. Le sapin de Noël de 2 mètres, monté par la décoratrice, scintillait de lumière synchronisée pour absolument personne. En regardant Élodie dans le rétroviseur, les yeux rougis par la fatigue, mais toujours déterminé, les mains fermes sur le volant malgré tout, il vit Hélène. Il vit toutes les nuits où elle rentrait épuisée, mais souriait encore, demandait encore des nouvelles de sa journée, faisait encore le possible et l'impossible pour que Noël ait au moins un cadeau emballé dans du papier Kraft peint au crayon de cire. « Combien vous faut-il pour aujourd'hui, pour les urgences ?» demanda-t-il, la voix soigneusement neutre. Élodie se raidit. Elle connaissait ce genre de proposition. « Écoutez, je ne fais pas de ça, d'accord ? Je suis chauffeur VTC, c'est tout. » Arnaud esquissa presque un sourire, la première expression sincère de la soirée. « Ce n'est pas ça. C'est Noël. Ma mère était comme vous. » Elle a élevé son fils seul, a travaillé jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, j'ai trop d'argent et trop peu de famille. Que diriez-vous d'une proposition différente ? Il expliqua rapidement. Il avait besoin de récupérer des choses dans son appartement, puis de passer dans quelques magasins qu'il pouvait faire ouvrir, même tard, et de finir la soirée en rencontrant Léa, si Élodie le permettait. Il payerait 1 000 € juste pour sa compagnie durant les prochaines heures, plus ce qui serait nécessaire pour les cadeaux. Sans arrière-pensée, sans attache. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda Élodie, le scepticisme luttant contre l'espoir. « Parce que cela fait 20 ans que je passe Noël seul. Parce que ma mère est morte en croyant que le succès m'apporterait le bonheur, et j'ai prouvé qu'elle avait tort. Parce que votre fille mérite d'avoir sa mère à la maison aujourd'hui, et vous méritez de pouvoir le lui offrir. » Il tendit une carte. « Arnaud Delamarre,
PDG de Tech de la Mare. Cherchez sur Google. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, déposez-moi ici et continuez votre soirée. Mais si vous acceptez, je vous garantis que demain, Noël sera différent pour vous deux. Et pour moi aussi. Élodie tapa le nom sur son portable, les doigts tremblants. Les nouvelles défilèrent sur l'écran. Arnaud Delamare fait un don de 10 millions d'euros à un hôpital pour enfants. Le PDG de Tech Delamare est la 50e fortune de France. L'entreprise d'Arnaud Delamare vaut 500 millions d'euros après un nouveau cycle d'investissement. Les photos montraient le même homme sur sa banquette arrière, toujours seul lors des événements d'entreprise, le sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Vous auriez pu appeler n'importe quel chauffeur privé. Un hélicoptère, je ne sais pas, dit-elle encore sous le choc. J'aurais pu, mais je ne vous aurais pas trouvé. Je n'aurais pas trouvé quelqu'un qui me rappelle pourquoi j'ai commencé tout ça. Marqua une pause, regardant ses mains. Acceptez-vous de commencer par me ramener chez moi. Je vous promets qu'à tout moment où vous vous sentirez mal à l'aise, nous arrêterons tout. Son appartement se trouvait à 15 minutes de là, un penthouse rue de Varennes, occupant tout l'étage d'un immeuble de verre. Élodie attendit dans la voiture pendant qu'il montait, appelant Madame Colette. « Clémy, c'est moi. Écoute, ça va peut-être paraître fou, mais je crois que je vais pouvoir arriver avant minuit. Oui, il s'est produit un miracle de Noël, je ne sais pas. Si Léa se réveille, dis-lui que maman arrive avec des surprises. » Arnaud revint 20 minutes plus tard, maintenant vêtu d'un jean et d'une simple chemise bleue, portant 2 grands sacs et une mallette. Il paraissait 10 ans plus jeune sans son costume. Les Galeries Lafayette Haussmann. J'ai un contact à l'administration. Ils ouvrent certaines boutiques pour les clients privilégiés, expliqua-t-il en montant dans la voiture. Mais c'est vous qui choisissez les cadeaux. Vous connaissez votre fille. Pendant le trajet, le silence était différent, plus confortable. Élodie raconta à Léa à quel point elle était intelligente, reconnaissant déjà quelques lettres, adorant dessiner des familles de 3 personnes, même si elle n'avait jamais connu son père. Arnaud écouta attentivement, posant des questions précises. Couleur préférée? Personnage préféré? Taille de vêtements? Le magasin de jouets était vide, à l'exception d'une vendeuse somnolente qui s'anima en voyant Arnaud. En quelques minutes, Élodie se retrouva devant des étagères qu'elle ne connaissait que par les vitrines. La baby-born dont Léa rêvait était là, et à côté, une version encore plus complète qui venait avec une poussette et des vêtements supplémentaires. « C'est trop !» protesta Élodie quand Arnaud prit la version la plus complète. « C'est Noël. Les enfants doivent avoir l'embarras du choix à Noël. » Sa voix trahissait une pointe de mélancolie. « Choisissez d'autres choses. Des livres. Elle aime mes histoires. Ils ont ajouté une collection de livres illustrés, une trousse de docteur en jouets car Léa disait tout le temps qu'elle voulait être médecin, des puzzles éducatifs, un sac à dos La Reine des Neiges pour la rentrée de février, dans un autre magasin, des vêtements, des robes qu'Élodie ne pouvait que rêver d'acheter, des baskets qui s'allumaient quand on marchait, un manteau d'hiver rose qui ressemblait à un nuage tellement il était doux. « Maintenant vous !» dit Arnaud en la guidant vers un magasin de vêtements pour femmes. « Non, ce n'est pas nécessaire. Ma mère disait toujours qu'une mère qui ne prend pas soin d'elle ne peut pas bien prendre soin de ses enfants. Choisissez quelque chose pour vous. À porter ce soir. » Élodie choisit la chose la plus simple qu'elle trouva. Une robe rouge foncé aux lignes droites, élégante sans être voyante. Arnaud insista pour ajouter une écharpe dorée et des boucles d'oreilles discrètes. Pour aller avec les décorations de Noël, justifia-t-il avec ce qui ressemblait presque à un sourire sincère. Il était presque minuit quand ils arrivèrent au vieil immeuble du 19e arrondissement où Élodie habitait. La peinture écaillée et l'interphone cassé contrastaient brutalement avec le monde d'où venait Arnaud. Mais il monta les 3 étages sans commentaire, portant la moitié des sacs. Madame Colette ouvrit la porte avec le regard méfiant de celle qui avait protégé Léa de nombreuses nuits. 70 ans de vie dans les quartiers populaires lui avaient appris à flairer le danger et la bonté avec la même acuité. « C'est Arnaud, Clémy. Un ami qui nous aide pour Noël, » expliqua Élodie. Le mot « ami » sonnant étrange et juste à la fois.
La vieille dame étudia Arnaud de haut en bas. Léa dort dans sa chambre. Elle a attendu jusqu'à ne plus pouvoir, la pauvre. Elle a laissé un mot au Père Noël, disant que le cadeau qu'elle voulait le plus, c'était sa maman à la maison. Le petit appartement d'une chambre avec salon avait été transformé en ce qu'Élodie avait pu réaliser avec 100 € économisés pendant 3 mois. Un sapin en plastique d'1,50 m, acheté l'année précédente, le 26 décembre, en promotion. Des décorations faites par Léa à l'école, des pommes de pin peintes à la gouache dorée, des étoiles en papier cartonné, des guirlandes en papier crépon vert et rouge. Les lumières clignotaient en décalage, l'une des ampoules grillées, mais l'ensemble dégageait une chaleur que l'appartement d'Arnaud, avec toute sa décoration professionnelle, n'atteindrait jamais. « Travaillons en silence », murmura Arnaud, reprenant déjà son mode exécutif. Celui qui avait bâti des empires. « Vous emballez, j'organise. Nous avons 20 minutes avant minuit. » Ils travaillèrent comme une équipe improvisée, mais étrangement efficace. Élodie emballait avec le papier coloré qu'Arnaud avait acheté à la dernière minute, tandis qu'il distribuait stratégiquement les cadeaux autour de l'arbre. De sa mallette, il sortit des guirlandes lumineuses à piles qui transformèrent l'ambiance sans nécessiter de prise. De petits détails qui révélaient le stratège derrière l'homme simple qu'il prétendait être. À 23h55, tout était prêt. Le petit appartement semblait tout droit sorti d'un film de Noël, tout en conservant l'authenticité qui en faisait un foyer. Arnaud avait même laissé un appareil photo numérique simple sur la table. « Pour immortaliser le matin de demain », expliqua-t-il. « Maintenant, à vous, » dit-il à Élodie. « Allez vous changer. Vous méritez de fêter Noël vêtue comme la reine que vous êtes pour cette petite fille. » Élodie se rendit dans la minuscule salle de bain avec sa nouvelle robe. En se regardant dans le miroir fêlé, elle se méconnaissait presque. Ce n'était pas seulement la robe, c'était la possibilité d'être plus que la simple survivante qu'elle avait toujours été. Quand elle revint, elle trouva Arnaud agenouillé près du canapé où Léa dormait, l'observant avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer complètement. « Ma mère est morte un soir de Noël, » dit-il doucement. « Il y a 14 ans. Je les ai tous passés seuls depuis, pensant que c'était une façon d'honorer sa mémoire. Mais elle aurait détesté le savoir. L'horloge de cuisine, un chat aux yeux qui bougeait à chaque seconde, cadeau de mariage ayant survécu au divorce, sonna minuit. Comme si elle avait une alarme interne, Léa ouvrit lentement les yeux, le sommeil troublant encore sa perception. « Maman » la petite voix rauque de sommeil. « Je suis là, mon amour. Maman est arrivée comme promis. » C'est alors que Léa vit. Les cadeaux, les lumières, l'arbre transformé. Ses yeux, de la même teinte miel que ceux d'Élodie, s'écarquillèrent de pur émerveillement. Un cri de joie qui dut réveiller la moitié de l'immeuble s'échappa de sa gorge lorsqu'elle aperçut la baby-born mise en évidence, encore dans sa boîte, souriant vers elle. « C'est à moi? C'est vraiment à moi ?» Ses petites mains tremblaient en touchant la boîte. « C'est vraiment à toi. Le Père Noël a dit que tu avais été très sage cette année. » Mais alors Léa remarqua Arnaud, discrètement posté près de la porte. Et l'enfant fit ce que les enfants font de mieux. Elle ignora complètement les conventions sociales. « Tu es le Père Noël sans déguisement ?» Arnaud s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je suis juste un ami de ta maman. Je suis venu aider avec la livraison des cadeaux parce que le traîneau était trop rempli aujourd'hui. »« Tu as l'air triste ?» déclara Léa, avec la sincérité brutale de ses 4 ans. « Ma maman aussi est comme ça quand elle croit que je dors. Tu as besoin d'un câlin. Un câlin, ça soigne la tristesse. » Et avant qu'un adulte ne puisse intervenir, la fillette traversa le salon et serra Arnaud dans ses bras avec cette force disproportionnée que les enfants mettent dans leurs gestes d'affection. Élodie vit le moment exact où quelque chose se brisa en lui, non pas de manière dramatique ou évidente, mais plutôt un adoucissement des traits de son visage, un clignement des yeux plus lent, ses grandes mains enveloppant délicatement le petit dos de Léa. « Merci » murmura-t-il,
sans qu'il soit clair s'il s'adressait à l'enfant ou à l'univers. « Maintenant, viens voir mes autres cadeaux. Maman, il peut rester pour le lait et les biscuits? On boit toujours du lait et des biscuits après minuit à Noël. » La petite table de la cuisine pouvait à peine accueillir 4 personnes. Mais ils étaient là, Élodie, Léa, Arnaud et Madame Colette, qui avaient décidé de rester juste pour s'assurer que tout allait bien. Arnaud était descendu rapidement et était revenu avec 2 sacs qu'il avait oubliés dans la voiture. Du champagne pour les adultes, du jus de raisin pour Léa, qui faisait semblant que c'était du champagne, un panier de chocolat importé, des fruits frais et quelques plats préparés d'un restaurant 5 étoiles qui, étonnamment, s'harmonisait parfaitement avec les beignets de Noël que Madame Colette avait insisté pour préparer. « Vous avez de la famille, Monsieur Arnaud ?» demanda Léa, la bouche barbouillée de chocolat, sa baby-born fermement serrée contre elle. « Non, plus maintenant. Mais aujourd'hui, j'emprunte la vôtre. Ça vous va? »« Oui. Maman, il peut être notre oncle? Mes amis ont des oncles qui apportent des cadeaux. » Élodie rougit, mais Arnaud rit, le premier rire véritable de la soirée. « Nous verrons ce que ta maman décidera. » La nuit avançait en conversation, qui coulait comme si de vieux amis se retrouvaient. Arnaud raconta des histoires sur sa mère qu'il n'avait pas partagées depuis des années. Élodie parla de son rêve d'administration interrompu, de son goût pour les chiffres et la logistique qu'elle appliquait intuitivement en naviguant dans le trafic du boulevard périphérique à Paris. Madame Colette contribuait avec des observations acerbes sur la vie qui faisaient rire tout le monde. À 3 heures du matin, Léa finit par succomber au sommeil, serrant sa nouvelle poupée dans ses bras, un sourire persistant même dans son inconscience. Arnaud la porta jusqu'à sa chambre, la déposant sur le lit avec la délicatesse de celui qui manipule du cristal. Dans le salon, avec Madame Colette somnolent dans le fauteuil, Élodie et Arnaud conversèrent à voix basse, le genre de conversation qui n'arrive qu'au crépuscule de l'aube, quand les défenses sont baissées et que la vérité coule plus facilement. « J'ai une proposition, » dit Arnaud finalement. « Ce n'est pas de la charité, c'est une affaire. Mon entreprise étend sa division de logistique urbaine. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment la ville, pas seulement sur le papier. Quelqu'un qui sache combien de temps réel il faut pour traverser le boulevard périphérique un vendredi à 6 heures du soir, qui connaissent des itinéraires alternatifs qu'aucun GPS ne suggère. » L'Élodie écouta en silence tandis qu'il décrivait un stage rémunéré de 1 800 €, des horaires flexibles pour qu'elle puisse s'occuper de Léa, une crèche d'entreprise disponible, une aide à la formation pour terminer ses études universitaires. Si tout se passait bien, une titularisation avec un salaire initial de 3 000 €. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la voix ténue. « Parce que vous m'avez rappelé pourquoi j'ai commencé tout cela. Parce que vous avez la faim que j'avais et que j'ai perdue quelque part. Parce que, il hésita, parce que pour la première fois en 14 ans, Noël a eu un sens. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, sans pression, l'offre tient toujours. » Il lui tendit une carte différente de la précédente. Celle-ci portait son numéro personnel écrit à la main au verso. « Appelez-moi quand vous aurez décidé, ou si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vraiment n'importe quoi. » Le soleil commençait à se lever, teignant le ciel de Paris de nuances roses et oranges que même la pollution ne parvenait pas à gâcher entièrement. Arnaud se leva pour partir, mais Léa apparut à la porte de la chambre, les cheveux ébouriffés, sa poupée toujours dans les bras. « Tu reviendras, oncle Arnaud ?» Il regarda Élodie, qui, après un instant, acquiesça légèrement. « Si ta mère le permet, oui, je reviendrai. »« Promis ? » ?»« Promis. Alors c'est bon. Mais la prochaine fois, tu apporteras ton pyjama. » La vraie famille reste pour le petit déjeuner. 3 ans plus tard, le magazine Les Échos publierait un article sur la plus jeune vice-présidente de la logistique de Delamartec, Élodie Dubois, mère célibataire qui avait révolutionné le système de livraison de l'entreprise en appliquant ses connaissances pratiques des rues de Paris.
Le même article mentionnerait discrètement le parrain excentrique de sa fille, connu pour assister à toutes les représentations scolaires et qui avait créé un fonds éducatif ayant déjà bénéficié à plus de 100 enfants de chauffeurs VTC. Mais en cette matinée du 25 décembre, rien de tout cela n'importait encore. Ce qui importait, c'était que 3 personnes brisées s'étaient rencontrées la veille de Noël et avaient découvert que la famille ne se résume pas au sang ou au nom de famille. Elle est faite de se montrer, de rester, de transformer la solitude en appartenance, une course VTC à la fois. Et quand Élodie servit enfin le café, simple, filtré à la chaussette, avec une baguette de la veille de la boulangerie du coin, Arnaud eut la certitude que c'était le meilleur café de Noël des 14 dernières années. Car pour la première fois depuis qu'Hélène était partie, il n'était pas seul. Il était chez lui. La vieille Peugeot 207 resterait au garage pendant les 3 jours à venir. Après tout, c'était Noël, et certains voyages ont besoin d'une pause pour que de nouvelles destinations puissent être tracées. Sur l'application de VTC, le profil d'Élodie afficherait « conducteur hors ligne ». Mais dans la vraie vie, elle n'avait jamais été aussi présente. Là, dans ce petit appartement du 19e arrondissement, entre une poupée qui parlait, une petite fille qui guérissait les chagrins par des câlins et un homme qui redécouvrait le sens de la vraie richesse, le véritable cadeau de Noël se révélait. La possibilité toujours présente de recommencer, surtout quand on croit que la course est terminée.